La première chose que mon père a dite après que l'avocat a fini de lire le testament a été: Maintenant, tu comprends enfin ta place. Je peux encore entendre le tintement des glaçons dans son verre quand il l'a dit. Nous nous tenions dans le salon du manoir de mon grand-père, cette même pièce où des secrétaires à la marine, des sénateurs et des officiers décorés avaient autrefois serré la main de l'amiral Thomas Whittaker. Le soleil de fin d'après-midi se déversait sur le tapis persan, illuminant les murs en bois poli et les portraits d'hommes en uniforme morts depuis longtemps. Ma mère se tenait près de la cheminée en marbre, les bras croisés, affichant déjà cette expression qu'elle prenait chaque fois qu'elle pensait avoir gagné. Et moi, j'étais là, toujours vêtue de mon uniforme de service bleu marine avec lequel j'étais rentrée de Quantico, tenant ma casquette d'une main, comme si j'étais une visiteuse plutôt qu'un membre de la famille. Puis ma mère m'a regardée dans les yeux et a dit: Tu vas devoir faire tes valises ce soir. Cette maison nous appartient maintenant. Mon père a ajouté d'un ton presque désinvolte: Maintenant, tu es à la rue. C'est à ce moment-là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Avec le recul, je suppose que le choc n'aurait pas dû me frapper si fort. J'avais 32 ans, j'étais capitaine des Marines des États-Unis et j'étais assez grande pour savoir que l'argent peut faire ressortir le pire chez les gens. Mais il y a quelque chose dans le fait d'être chassé de la maison où l'on a appris à marcher, à lire, à faire son deuil et à espérer, qui vous fait vous sentir à nouveau comme une petite fille. Je n'ai pas protesté sur le moment. J'en étais incapable. Je suis restée là, les funérailles de mon grand-père résonnant encore dans mes os, à dévisager les deux personnes qui auraient dû me protéger. Mais j'anticipe. 3 jours plus tôt, je me tenais à Arlington en grand uniforme bleu et je les regardais plier le drapeau. Mon grand-père, l'amiral Thomas Whittaker, avait 92 ans lorsqu'il est décédé, et jusqu'à la dernière année de sa vie, il se comportait toujours comme un homme aux commandes. Il avait servi en Corée en tant que jeune officier, puis au Vietnam, et avait passé le reste de sa carrière à gravir les échelons avec cette discipline à l'ancienne, que les hommes de sa génération semblaient porter aussi naturellement que leur propre peau. Il n'était pas un homme chaleureux en public. La plupart des gens se souvenaient de sa voix nette, de son dos droit, de la façon dont il pouvait faire taire une salle entière sans même hausser le ton. Mais à la maison, avec moi, il était différent. Il m'a appris à faire un nœud plat avant même que je sache faire du vélo. Il m'a appris à vérifier le niveau d'huile d'une voiture, à serrer la main correctement, à regarder les gens dans les yeux lorsqu'ils parlaient. Le samedi matin, il préparait des crêpes dans une poêle en fonte et me laissait noyer les miennes sous le sirop, pendant qu'il buvait du café noir en lisant le journal. Quand j'avais 10 ans, et que je rentrais à la maison en pleurant parce que des filles à l'école disaient que j'étais trop sérieuse et trop maladroite, il m'asseyait à la table du petit déjeuner et me disait: La force de caractère semble souvent solitaire avant de paraître admirable. Cette phrase m'est restée. Mes parents, en revanche, traversaient la vie comme des invités permanents attendant d'être servis. Mon père avait travaillé dans l'immobilier des années auparavant avec des résultats mitigés et aimait parler de grandes opportunités qui ne semblaient jamais se concrétiser. Ma mère faisait partie de comités de bienfaisance, principalement pour les déjeuners et les séances photos. Ils aimaient le nom de l'amiral, son statut, les invitations qui découlèrent de leur position de fils et de belle-fille, mais ils n'aimaient ni la discipline qui l'accompagnait, ni ses exigences morales. Quand j'étais jeune, ils me laissaient au manoir pendant des semaines entières, sous prétexte que grand-père appréciait ma compagnie. La vérité, c'est qu'il m'a bien plus élevée qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est pour cela que j'ai rejoint les Marines. Les gens supposent souvent que les filles suivent la tradition militaire familiale par obligation. Pour moi, c'était plus simple. Le service était le seul langage honnête que j'ai jamais connu. Mon grand-père ne m'a jamais poussé à porter l'uniforme. En fait, quand je lui ai dit que je voulais postuler à l'école des élèves officiers, il a simplement hoché la tête et m'a demandé: Le veux-tu assez pour en souffrir? Quand j'ai répondu oui, il a répliqué: Alors, mérite-le. Ce que j'ai fait. Au moment de sa mort, j'avais 2 déploiements derrière moi et un corps qui se réveillait engourdi les matins d'hiver. J'avais manqué des anniversaires, des Noëls et plus de mardis ordinaires que je ne pourrais en compter.
Mes grands-pères comprenaient cette vie-là. Il ne s'est jamais plaint de mes absences. Il se contentait de m'écrire de courtes lettres de son écriture soignée qui se terminaient toujours par la même phrase « Tiens bon ». Quand sa santé a définitivement décliné cet hiver-là, j'ai pris un congé et je suis rentrée en Virginie. Le manoir trônait au bord de l'eau à l'extérieur de Norfolk, fait de vieilles briques et de colonnes blanches, le genre d'endroit pour lequel les gens ralentissaient afin de l'admirer depuis la route. À l'intérieur, ça sentait l'encaustique au citron, les vieux livres et l'air marin venant de la baie. Même en soins palliatifs, grand-père insistait pour qu'on le conduise en fauteuil roulant jusqu'à la bibliothèque l'après-midi. Cette pièce était son véritable royaume. Des histoires navales, des cartes encadrées, des maquettes de bateaux et des fenêtres donnant sur l'eau gris-bleu. 2 jours avant sa mort, il m'a demandé de m'asseoir avec lui. « Tu es revenu » a-t-il dit. « Bien sûr que oui. » Il m'a observé un long moment. Son visage s'était creusé, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Les gens se révèlent clairement lorsque la chaîne de l'encre cède. J'ai souri un peu, sans comprendre. On dirait l'une de tes leçons. C'en est une. Il a posé sa main sur la mienne. Lis tout attentivement, Amelia, surtout quand le chagrin rend tout le monde négligent. Ce furent presque les derniers mots cohérents qu'il m'ait jamais adressés. Aux funérailles, mes parents ont pleuré en public, accepté les condoléances et joué leur rôle à la perfection. Mon père arborait une expression héroïque qui ne lui appartenait pas. Ma mère portait la soie noire et le deuil comme des accessoires assortis. Les gens m'abordaient, de vieux officiers et leurs épouses, des voisins, et même un colonel des Marines à la retraite qui avait connu grand-père à Washington. Ils me disaient tous le même genre de choses. Ton grand-père était fier de toi. Il parlait constamment de toi. Il disait que tu avais la colonne vertébrale la plus solide de la famille. J'en étais reconnaissante, mais aussi épuisée. Le chagrin est lourd à porter à tout âge. Il s'installe derrière les côtes et transforme les tâches les plus simples en corvées. La lecture du testament a eu lieu l'après-midi suivant, dans un cabinet d'avocats du centre-ville de Norfolk. C'était un endroit calme et désuet, avec des murs lambrissés, des lampes en laiton et des certificats encadrés, jaunis par le temps. L'avocat, M. Callahan, s'occupait des affaires de mon grand-père depuis des années. Il avait 70 ans passés, les cheveux argentés, il était méticuleux et peu enclin au drame. Il a offert un café auquel aucun de nous n'a touché, a ouvert le dossier et a commencé. Mes parents recevaient le manoir. Ils recevaient la Tesla. Ils recevaient d'importants comptes d'investissement et des collections d'art. J'entendais les chiffres, mais ils me frôlaient étrangement, comme si j'étais sous l'eau. Quand il est arrivé à mon nom, il y a eu une pause. Puis une brève disposition, si courte qu'elle semblait à peine réelle. Un legs personnel, quelques lettres, une vitrine d'exposition militaire de la marine, la montre de mon grand-père. C'était tout. Ma mère a expiré doucement, satisfaite. Mon père s'est adossé à sa chaise comme un homme dont la chance venait enfin de tourner. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, pas encore de la colère, mais de l'incrédulité. Non pas parce que je voulais son argent. Je n'avais pas passé ma vie d'adulte à dépendre de la fortune familiale, mais parce que je le connaissais. Je le connaissais comme on connaît la météo au plus profond de ses eaux. Mon grand-père n'aurait jamais confondu héritage et amour, mais il ne m'aurait pas non plus laissé à la merci de mes parents. Quand nous sommes sortis sur le trottoir par la suite, mon père a fait cliqueter la carte-clé de la Tesla dans sa main et a dit « Eh bien, Amelia, je suppose que le vieil homme nous a tous surpris. » Il souriait en le disant. Et à la tombée de la nuit, je me tenais dans le salon du manoir, écoutant les mots qui allaient couper ma vie en deux. Maintenant, tu es à la rue. Ce qui est étrange avec le choc, c'est à quel point il semble silencieux. Quand mon père a prononcé ces mots, je m'attendais à ce que la colère monte immédiatement en moi, une sorte de vive et juste protestation. Mais rien de tel ne s'est produit. Au lieu de cela, tout à l'intérieur de moi est devenu étrangement calme, comme l'air avant qu'une tempête ne déferle depuis l'Atlantique. Je me tenais là, dans le salon, tenant ma casquette de marine entre mes mains, fixant les 2 personnes qui m'avaient élevée, ou du moins,
qui avait été présente durant mon enfance. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je fini par dire. Ma voix paraissait plus calme que je ne l'étais. Ma mère a poussé un petit soupir impatient, comme si j'étais une adolescente refusant d'accepter une règle simple. Amélia, n'en fais pas un drame, a-t-elle dit. Ton père et moi avons besoin d'intimité. Cette maison est la nôtre maintenant. J'ai lentement balayé la pièce du regard. Le portrait de l'amiral était accroché au-dessus de la cheminée, son uniforme arborant des rangées immaculées de rubans sur la poitrine. Ce même portrait avait été là toute ma vie. J'avais grandi sous ce regard constant. Pendant un instant, je me suis presque attendue à ce que le vieil homme entre depuis le couloir pour mettre un terme à ces absurdités. Mais la maison semblait différente à présent, plus silencieuse, plus froide. Mon père a traversé la pièce et a pris un verre en cristal sur la table d'appoint. Il s'est servi du bourbon de la carafe que grand-père gardait là depuis des décennies. « Tu as un bon travail ?» a-t-il dit avec désinvolture. « Tu es un officier des Marines. Tu vas te débrouiller. » Il a fait tourner les glaçons. « Franchement, » a-t-il ajouté, « tu devrais déjà avoir ton propre appartement de toute façon. » La façon dont il l'a dit, comme si j'étais un désagrément qui avait enfin été écarté, m'a noué l'estomac. « Je viens d'enterrer mon grand-père ce matin, » ai-je répondu. Aucun d'eux n'a répondu. Ma mère a jeté un coup d'œil à la grande horloge près de l'escalier. « Si tu pouvais faire tes valises ce soir, » a-t-elle dit, « cela faciliterait les choses pour tout le monde. » C'est alors que la colère a fini par arriver. Pas bruyante, pas explosive, juste une lente brûlure montant derrière mes côtes. « C'est ma maison aussi, » ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. « Quoi ?» Il a pris une gorgée de bourbon. « Tu as entendu l'avocat ?» Je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père m'avait dit quand j'avais environ 12 ans. Nous nous tenions sur le quai derrière la maison, regardant les navires de la marine se déplacer lentement dans la baie. « Les gens se révèlent dans 3 moments, » avait-il dit. La guerre, l'argent et l'héritage. Je n'avais pas complètement compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Maintenant, si. Mon sac de sport était encore à l'étage, dans la chambre où je dormais depuis mon enfance. Je suis montée lentement, chaque marche de l'escalier grinçant sous mon poids. Le couloir était exactement le même. Des photos de famille bordèrent les murs. Ma photo de remise de diplôme du lycée. Une photo de grand-père et moi, debout à côté d'un destroyer quand j'avais 13 ans. Une autre de lui, épinglant mes premières barrettes d'officier des marines sur mon col. Je me suis attardée là plus longtemps que prévu. Cela avait été l'un des moments dont j'étais la plus fière dans ma vie, et dans la sienne. Quand j'ai atteint ma chambre, la fenêtre était encore légèrement ouverte, laissant entrer l'air frais et salé de la baie. Le lit était fait avec soin. Ma valise se trouvait là où je l'avais laissée après les funérailles. Pendant un moment, je suis restée plantée là. J'avais passé près de 20 ans de ma vie dans cette chambre, à étudier pour des examens, à écrire des lettres à mon grand-père pendant ma formation d'officier, à faire mes bagages avant des déploiements, à rentrer épuisée et brûlée par le soleil après des mois à l'étranger. Et maintenant, on me disait que je n'avais plus ma place ici. Je me suis assise sur le bord du lit et je me suis frotté le visage. Ce n'était pas la perte du manoir qui faisait mal. Honnêtement, je me moquais de la maison, de la Tesla ou de tout cet argent. Ce qui faisait mal, c'était la rapidité de la trahison. Moins de 24 heures après l'enterrement de grand-père, mes parents célébraient déjà leur héritage et m'effacèrent du tableau. Une telle froideur n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle patientait probablement depuis des années. J'ai fait mes bagages lentement. D'abord les uniformes, puis les vêtements civils, puis quelques livres. Dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une petite boussole en laiton. Grand-père me l'avait donnée quand j'étais partie pour la formation d'officier. La gravure au dos disait « Tiens bon ». J'ai refermé ma main dessus. L'espace d'un instant, j'ai pensé à redescendre à grands pas et à dire à mes parents exactement ce que je pensais d'eux. Mais les Marines sont entraînés à contrôler leurs réactions. L'émotion améliore rarement une situation. Alors, j'ai fermé mon sac et je l'ai descendu.
Mes parents étaient assis dans la cuisine quand je suis entrée. Mon père était passé à son deuxième verre. Ma mère faisait défiler l'écran de son téléphone. Déjà fini? A-t-elle demandé. Oui. Bien. Mon père s'est levé et s'est dirigé vers la porte de derrière. Je vais t'aider avec les sacs. Une fraction de seconde, j'ai cru qu'il avait une intention bienveillante. Puis, il a ouvert la porte et est sorti. Apporte-les, a-t-il dit. Je l'ai suivi dans l'allée. L'air du soir sentait le sel et l'herbe mouillée. Le soleil déclinait sur l'eau derrière la maison. Ma voiture était garée près du garage. Avant que je puisse y mettre mon sac, mon père me l'a pris des mains et l'a jeté sur la chaussée, au bord du trottoir. Le deuxième sac a suivi. Puis, il est retourné vers la maison. Ça devrait aller, a-t-il dit. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Oh, a-t-elle ajouté d'un ton désinvolte. Nous changeons les codes de sécurité ce soir. Et ils ont fermé la porte. Tout simplement. Je suis restée sur le trottoir pendant un long moment. Les lumières des porches des voisins clignotaient de l'autre côté de la rue. La corne de brume d'un bateau a retenti faiblement au loin dans la baie. J'ai levé les yeux vers la maison, l'endroit où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée, où grand-père m'avait enseigné la discipline et la patience, où les samedis matins sentaient les crêpes et le café. Maintenant, j'avais l'impression que c'était la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai ramassé mes sacs et je les ai chargés dans le coffre de ma voiture. Pour la première fois depuis des années, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais dormir. En m'installant sur le siège conducteur, une phrase que grand-père avait dite quelques jours avant sa mort m'est revenue à l'esprit. Sa voix avait été faible, mais assurée. « Lis tout attentivement, Amelia. » Sur le moment, je pensais qu'il parlait de la vie en général. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était l'avocat, et la première chose qu'il a dite a été « Capitaine Whittaker, vos parents ont-ils lu l'intégralité du testament ?» L'appel est arrivé tôt, par un mardi matin grisâtre, alors que j'étais assise dans un petit restaurant près de Quantico. C'était le genre d'endroit qui était là depuis toujours. Des banquettes en vinyle, du café coulant à flot, et une serveuse qui appelait tout le monde avec familiarité. J'avais repris la route vers la base après avoir quitté Norfolk 2 jours plus tôt. J'avais passé la première nuit dans un modeste motel de bord de route, et la seconde dans la chambre d'amis d'un ami marine à la retraite, qui ne posait pas trop de questions. Mais ce matin-là, j'avais besoin de café. De vrai café. Le genre qui pèse lourd sur l'estomac et vous laisse le temps de réfléchir. Les fenêtres du restaurant donnaient sur un tronçon d'autoroute humide et une rangée d'arbres dénudés par l'hiver. Quelques hommes plus âgés étaient assis au comptoir, discutant des conditions de pêche sur le Potomac. L'un d'eux portait une casquette d'ancien combattant de la guerre de Corée. Je me souviens avoir remarqué ce détail pour une raison quelconque. Je venais de terminer ma 2e tasse quand mon téléphone a vibré sur la table. L'écran affichait Callahan & Burke, cabinet d'avocats, Norfolk, Virginie. L'espace d'un instant, je l'ai simplement dévisagé. Monsieur Callahan n'était pas le genre d'avocat à appeler les gens de manière informelle. J'ai décroché. Capitaine Whittaker à l'appareil. Il y a eu une courte pause à l'autre bout de la ligne. « Bonjour, Amelia », a retenti la voix familière de Monsieur Harold Callahan. Il semblait calme, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son ton, presque amusé. « Oui, monsieur », ai-je répondu. « J'espère que je n'interromps rien d'important. »« Non, monsieur. » « Eh bien, » a-t-il dit lentement, « je voulais vous demander quelque chose d'assez précis. » J'ai attendu. « Vos parents ont-ils lu le testament en entier ?» La question m'a prise totalement au dépourvu. « Je suppose que oui, » ai-je dit. Monsieur Callahan a laissé échapper un petit souffle qui ressemblait curieusement à un petit rire. « Eh bien, cela explique pas mal de choses. » Je me suis redressée sur ma banquette. « Je ne suis pas sûre de vous suivre, » ai-je dit. « Dites-moi, » a-t-il poursuivi. Après la lecture, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel? C'était une façon de le décrire. Ils m'ont mise à la porte de la maison, ai-je dit simplement. Il y a eu un silence pendant un moment.
Puis M. Callahan a ri. Pas bruyamment, ni de manière moqueuse, mais de ce rire retenu qu'un homme d'expérience laisse échapper lorsqu'une pièce du puzzle s'emboîte soudainement. « Eh bien, a-t-il fini par dire, voilà qui répond à ma question. » « Quelle question ?» ?»« S'ils ont pris la peine de tourner la page. » J'ai froncé les sourcils. « Tourner la page ?»« Oui, » a-t-il répondu. Le testament de l'amiral est un document assez détaillé. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. « Monsieur Callahan, » ai-je dit prudemment, « êtes-vous en train de me dire qu'il y a une suite ?»« Oh, il y a bien plus qu'une suite. » La serveuse est passée et a rempli ma tasse de café sans demander. Je l'ai à peine remarqué. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» ai-je demandé. Monsieur Callahan a parlé plus lentement à présent, choisissant ses mots avec soin. « Cela signifie, a-t-il dit, que la section que nous avons lue l'autre jour n'était que la première partie de la structure successorale. » Je me suis penchée en avant. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Tout à fait. » Un souvenir glacial m'a traversé l'esprit. Mon grand-père, assis dans sa bibliothèque quelques jours avant son décès. Sa main fine posée sur la mienne. « Lis tout attentivement, Amelia. » J'ai senti un petit frisson me parcourir le dos. « Que se passe-t-il si quelqu'un ne lit pas le document en entier ?» ai-je demandé. « Eh bien, » a dit M. Callahan avec douceur, « cela dépend entièrement de leur comportement. » Cette phrase m'a fait dresser les cheveux sur la tête. « Quel comportement ? » « Je pense, » a-t-il dit, « qu'il serait préférable que vous veniez au cabinet afin que nous puissions en discuter correctement. » J'ai regardé la pluie rayer la vitre du restaurant. Il me faudrait environ 3 heures pour retourner à Norfolk. J'ai demandé « Quand pouvez-vous me recevoir ?»« Je pars tout de suite. »« Bien, » a-t-il répondu. Il y a eu une courte pause avant qu'il n'ajoute autre chose. « Amelia, votre grand-père était un homme très réfléchi. »« Oui, monsieur. Et il avait une compréhension remarquable de la nature humaine. Je le savais déjà. »« Je crois, » a poursuivi M. Callahan, « qu'il s'attendait à ce que certaines personnes se comportent exactement comme elles l'ont fait. » Ma prise s'est légèrement resserrée autour du téléphone. « Qu'essayez-vous de me dire ?»« Je dis, » a-t-il répondu calmement, « que l'amiral laissait rarement les choses au hasard. » Puis, il a ajouté une dernière phrase. « Vous feriez bien d'entendre le reste de ce testament. » Le trajet jusqu'à Norfolk m'a semblé plus long que d'habitude. Le temps était devenu froid et humide. Le ciel, une couverture d'un gris terne s'étendant au-dessus de l'autoroute. La circulation avançait régulièrement mais lentement le long de l'Interstate 95. Les semi-remorques me dépassaient dans un bourdonnement, comme des murs en mouvement. Pendant la majeure partie du trajet, je n'ai cessé de me repasser les mots de M. Callahan dans la tête. S'ils avaient pris la peine de tourner la page. Cette phrase m'obsédait. Mes parents avaient toujours été des gens impatients. Ils aimaient les débuts, les grandes annonces, les résultats tape à l'œil, les récompenses faciles, mais ils n'avaient jamais eu beaucoup de patience pour les détails. Grand-père, en revanche, avait vécu dans les détails. Chaque décision qu'il prenait comportait des couches sous-jacentes. Quand j'ai enfin atteint le centre-ville de Norfolk, les rues étaient humides à cause de la pluie, et le vent du port portait une faible odeur de sel et de carburant diesel. Les navires de la marine étaient ancrés au loin, comme de silencieux géants d'acier. Le bureau de M. Callahan était exactement le même que 2 jours plus tôt. Bois poli, certificat juridique encadré, une lampe en laiton diffusant une lueur chaleureuse sur la table de conférence. Il s'est levé à mon entrée. « Capitaine Whittaker », a-t-il dit avec un petit signe de tête. « Monsieur. » Je me suis assise en face de lui. Pendant un moment, il m'a étudié attentivement. « Je suis désolé pour votre grand-père », a-t-il dit sincèrement. « Merci. » Puis, il a ouvert l'épais dossier posé sur le bureau entre nous. « Ceci, » a-t-il dit en tapotant la pile de documents, « est le testament complet et les directives successorales de l'amiral Whittaker. » Il a tourné plusieurs pages lentement. Le léger bruissement du papier a rempli la pièce. « Je dois admettre, » a-t-il poursuivi,
Je me doutais que quelque chose allait se passer. Vraiment? Eh bien, a-t-il dit pensivement, l'amiral m'avait spécifiquement ordonné d'attendre 48 heures avant de vous contacter si certaines conditions étaient remplies. Mon cœur a légèrement bondi. Quelles conditions? Monsieur Callahan a ajusté ses lunettes. La condition que vos parents violent le testament. La pièce est soudain devenue très silencieuse. Que voulez-vous dire? Il a glissé une page vers moi. En haut, il y avait une section intitulée « Clause de succession conditionnelle ». Monsieur Callahan a croisé les mains. « Vous voyez, Amelia ?» a-t-il dit doucement. « Vos parents ont bel et bien hérité du manoir. » « Oui, mais uniquement sous des conditions très spécifiques. » J'ai baissé les yeux vers le document. La signature de mon grand-père se trouvait au bas de la page, tracée d'une encre ferme et régulière. Monsieur Callahan a eu un faible sourire. « Et d'après ce que vous m'avez dit au téléphone ?» a-t-il tapoté doucement le papier. « Ils ont enfreint ces conditions en moins de 24 heures. » Ma poitrine s'est serrée. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Monsieur Callahan s'est adossé à son fauteuil. « Eh bien, » a-t-il dit calmement, « c'est là que les choses deviennent intéressantes. » Il a fait glisser le document sur le bureau poli vers moi. Le papier en lui-même n'avait rien d'extraordinaire. Juste du jargon juridique, des paragraphes denses, des clauses numérotées, le genre de texte que la plupart des gens survolent parce qu'ils supposent que le plus important a déjà été dit. Mes parents avaient manifestement fait exactement cela. J'ai relu le titre. Clause de succession conditionnelle. Pendant un instant, je n'ai pas parlé. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac d'une horloge quelque part derrière moi. « Prenez votre temps », a dit M. Callahan. J'ai commencé à lire. Les premières lignes expliquaient que la résidence principale de l'amiral, le domaine de Norfolk au bord de l'eau, ainsi que certains véhicules et actifs, passeraient initialement à mes parents. Ça, je le savais déjà. Mais la section suivante m'a glacé le sang. L'héritage, y était-il stipulé, était conditionnel. Mes parents étaient tenus de respecter 3 obligations spécifiques. La première condition disait « Les bénéficiaires doivent accorder au capitaine Amelia Whittaker un droit de résidence permanent au sein de la maison familiale, aussi longtemps qu'elle le souhaitera. » J'ai cligné des yeux et j'ai levé la tête. Monsieur Callahan a fait un petit signe de tête. « Continuez à lire, » a-t-il dit. La deuxième condition suivait immédiatement. Le capitaine Amelia Whittaker conservera une autorité partagée concernant la gestion et la préservation de la propriété. Autorité partagée. Pas invitée. Pas visiteuse. Autorité. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Puis j'ai lu la troisième condition. Les bénéficiaires doivent maintenir et soutenir la fondation de soutien aux anciens combattants de l'amiral Thomas Whittaker, telle que définie dans les directives de la succession. Cette fondation avait été la passion de mon grand-père dans les dernières années de sa vie. Il avait dépensé une énergie considérable pour aider les vétérans vieillissants à trouver un logement, des soins médicaux et une communauté. Mes parents avaient toujours traité ce projet comme une nuisance. J'ai de nouveau regardé la page. Il y avait une section de plus en dessous de ces conditions. Le dernier paragraphe, la clause d'application. Si l'une des conditions susmentionnées est violée ou délibérément ignorée par les bénéficiaires, la pleine propriété du domaine de Norfolk et des actifs associés sera immédiatement transférée au capitaine Amelia Whittaker. J'ai arrêté de lire pendant plusieurs secondes. J'ai simplement fixé les mots. Puis, j'ai levé les yeux lentement. Monsieur Callahan m'observait attentivement. « Vous voyez le problème ?» a-t-il dit doucement. Mes parents m'ont mise à la porte. Oui. Ils ont changé les codes de sécurité. Oui. Et ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille. Monsieur Callahan a croisé les mains sur son bureau. Légalement parlant, a-t-il dit calmement, ils ont violé le testament en moins de 24 heures. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre silencieux. Je me suis adossée à ma chaise, essayant d'assimiler la réalité de ce que je venais de lire. Mon grand-père savait.
Il avait prédit exactement ce qui allait se passer. Un étrange mélange d'émotions m'a traversé. De la surprise, de la justification, de la tristesse, car rien de tout cela ne ressemblait à une vengeance. Pas vraiment. Cela ressemblait plutôt à une leçon que mon grand-père avait minutieusement échafaudée. Il le savait. Ai-je murmuré. Monsieur Callahan a légèrement incliné la tête. Oui. Comment? Le vieil avocat a souri faiblement. Amelia, j'ai travaillé avec votre grand-père pendant près de 30 ans. Il s'est adossé à son fauteuil. L'amiral Whittaker comprenait les gens mieux que la plupart des juges que j'ai rencontrés. J'ai repensé à la dernière conversation que j'avais eue avec grand-père dans sa bibliothèque. Les gens se révèlent lorsque la chaîne de l'encre cède. Il n'avait pas seulement parlé de manière métaphorique. Il préparait le piège. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Monsieur Callahan a ouvert un autre dossier. Techniquement, au moment où vos parents vous ont expulsé de la propriété, la clause conditionnelle s'est activée. La maison vous appartient donc légalement. La phrase est restée suspendue dans l'air. Même l'entendre prononcer à voix haute semblait surréaliste. Cela inclut la Tesla, a-t-il ajouté, et les portefeuilles d'investissement liés au domaine. J'ai laissé échapper un lent soupir. Je me fiche de la Tesla. Monsieur Callahan a ri doucement. Votre grand-père s'en doutait. Il a poussé un autre document vers moi. Voici l'attestation de transfert. J'ai parcouru la page. Jargon juridique, documentation de propriété immobilière, formulaires officiels notariés. Tout était déjà préparé. Vous vous y attendiez, ai-je dit. Je m'en doutais, a-t-il corrigé. Et votre grand-père m'a chargé de préparer les documents à l'avance, au cas où. Je me suis frotté le front. C'était encore difficile à assimiler. Et mes parents? La voix de M. Callahan est restée posée. Ils seront formellement notifiés une fois le transfert finalisé. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques jours. Et il a haussé légèrement les épaules. Ensuite, le propriétaire légal de la demeure pourra décider qui est autorisé à y vivre. Le sous-entendu était évident. Le même pouvoir que mes parents avaient utilisé contre moi reposait maintenant tranquillement entre mes mains. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui occupait mon esprit depuis que j'avais commencé à lire le document. Mon grand-père a-t-il laissé une explication? Monsieur Callahan a souri. En fait, oui. Il a rouvert le dossier et en a sorti une enveloppe scellée. Mon prénom était écrit sur le devant, de cette écriture soignée que je connaissais si bien. Amelia. Ma gorge s'est légèrement serrée. Il a demandé que vous la lisiez en privé, a précisé Monsieur Callahan. J'ai tenu l'enveloppe un moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. La lettre était écrite avec la même écriture moulée qu'il utilisait pour tout. Amelia, si tu lis ceci, c'est que les événements se sont probablement déroulés comme je le pressentais. Ne sois pas en colère. Les gens révèlent leur caractère lorsque le confort remplace la discipline. J'ai dégluti. Tes parents n'ont jamais été des gens cruels par nature, mais ils sont devenus négligents face aux responsabilités. Cet arrangement n'a pas été conçu pour les punir. Il a été conçu pour te montrer en qui tu peux avoir confiance lorsque le vent tourne. Ma vue s'est légèrement brouillée en lisant la ligne suivante. Tu as toujours eu la boussole la plus solide de cette famille. Tiens bon. J'ai lentement baissé la lettre. La pièce me semblait très silencieuse. Monsieur Callahan étudiait mon expression, mais ne m'a pas interrompu. Finalement, j'ai levé les yeux. Donc, la maison est à moi. Oui. Et mes parents ne le savent pas encore. Pas encore. Un calme étrange s'est alors emparé de moi, ce genre de calme qui précède une décision majeure. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Monsieur Callahan. Oui. Je pense qu'il est temps que nous rendions visite à mes parents. L'avocat a eu un léger sourire. J'espérais que vous diriez cela. À l'extérieur, le vent venant du port s'était levé. Des nuages de tempête s'amoncelaient au-dessus de la baie.
Et pour la première fois depuis l'enterrement de mon grand-père, j'ai senti que la situation allait peut-être s'inverser. 3 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au manoir. Le temps s'était dégagé pendant la nuit, et le ciel de Virginie s'étirait, vaste et bleu pâle, au-dessus de la baie de Chesapeake. La même route que j'avais empruntée des centaines de fois en grandissant semblait presque inhabituelle maintenant. Des maisons bordaient la rue paisible du front de mer, leurs quais s'avançant vers l'eau gris-vert comme de longs doigts de bois. Ma voiture a roulé lentement vers la fin de la route, en direction de la maison. Pendant un instant, j'ai songé à quel point il était étrange de retourner dans un endroit qui m'appartenait légalement, mais qui restait émotionnellement incertain. Une semaine plus tôt, on m'avait mise à la porte comme une étrangère. Maintenant, c'était moi qui détenais les documents. À côté de moi, sur le siège passager, se trouvait une pochette en cuir contenant plusieurs documents officiels frappés des sceaux du comté et de signatures. Transfert de propriété, activation de la succession, certification légale. Monsieur Callahan avait insisté pour que tout soit fait dans les règles. La justice fonctionne mieux, m'avait-il dit ce matin-là dans son bureau, lorsqu'elle arrive discrètement et clairement. J'avais apprécié cela. Il n'y avait rien de bruyant ou de théâtral dans ce qui allait se passer. C'était simplement la vérité qui rattrapait les gens. Lorsque je me suis engagée dans la longue allée, la première chose que j'ai remarquée, c'est la Tesla garée près de l'entrée principale. Mon père l'avait déplacée là comme un trophée. Le manoir lui-même semblait le même que d'habitude. Colonne blanche, large porche, haute fenêtre accrochant la lumière de l'après-midi. Mais quelque chose semblait différent à présent. C'était peut-être de savoir ce que mon grand-père avait discrètement arrangé en coulisses. Ou peut-être était-ce le calme qui survient lorsque l'on sait exactement où l'on se tient. Je me suis garée et je suis sortie de la voiture. Le vent a balayé la pelouse, apportant l'odeur familière de l'eau salée. L'espace d'un instant, je suis restée immobile à contempler la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie. Grand-père disait toujours, « Les bâtiments se souviennent des choses ». Si c'était vrai, ces murs avaient été témoins d'une grande partie de l'histoire. Des dîners d'anniversaire, des disputes, des rires, et maintenant ceci. En montant les marches de l'entrée, je pouvais entendre des voix à l'intérieur, plus de 2. Mes parents recevaient. Cela ne m'a pas surprise. Ma mère n'avait jamais pu résister à un rassemblement social, surtout si elle pouvait y faire étalage de sa réussite. Par la grande fenêtre de devant, j'ai vu plusieurs silhouettes s'activer dans la salle à manger. Des verres en cristal reflétaient à la lumière du lustre. Quelqu'un a ri bruyamment. J'ai frappé à la porte. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là dans une robe bleu pâle, ses cheveux parfaitement coiffés, un verre de vin blanc à la main. Quand elle m'a vue, son sourire s'est évanoui. « Que fais-tu ici » J'ai soutenu son regard calmement. Je suis rentrée à la maison. Son expression s'est durcie. « Je t'avais dit… » « Oui » ai-je dit doucement. « C'est vrai. » Derrière elle, plusieurs invités avaient remarqué la conversation et s'étaient tournés pour regarder. J'ai reconnu 2 d'entre eux, des voisins de la rue, et l'un des vieux amis de golf de mon père. Mon père est apparu dans le couloir derrière ma mère. Son visage s'est crispé lorsqu'il m'a vue. « Amelia » a-t-il dit sèchement. « Ce n'est pas le moment. » « En fait, » ai-je répondu, « c'est exactement le moment. » Je suis entrée sans attendre la permission. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est avancé, baissant la voix. « Tu dois partir avant que l'on ne fasse un scandale devant tout le monde. » J'ai ouvert lentement la pochette en cuir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mon père a baissé les yeux vers les documents que je tenais. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des papiers. » Ma mère a croisé les bras. « Nous avons déjà réglé l'histoire du testament. »« Oui, » ai-je répondu. « Vous avez réglé la première page. » Cela a attiré leur attention. Mon père a froncé les sourcils. « De quoi parles-tu » J'ai sorti le premier document du dossier et je le lui ai tendu. Il l'a pris à contre-cœur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un transfert de propriété. » Soudain, les mots dans la pièce ont semblé plus lourds.
Il a parcouru la page rapidement. Puis, une deuxième fois. Le sang a déserté son visage. C'est impossible. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. Qu'y a-t-il? Ses yeux ont balayé le document. Puis, elle m'a regardé avec acuité. Quel genre de tour est-ce là? Aucun tour, ai-je dit calmement. Juste le reste du testament. La voix de mon père s'est étranglée. Cette maison nous appartient. Plus maintenant. Ma mère a secoué la tête. Tu ne peux pas simplement débarquer ici avec de faux papiers. Ils sont certifiés, ai-je dit, déposés au comté il y a 2 jours. Mon père a de nouveau regardé le document. Ses mains commençaient à trembler légèrement. Cet avocat ne ferait pas ça. Il l'a fait. J'ai sorti une autre page de la pochette. La clause de succession conditionnelle. Mon père a lu le titre à voix haute. Sa voix n'était qu'un murmure. Succession conditionnelle. Derrière nous, les invités étaient devenus complètement silencieux. L'un des voisins s'est raclé la gorge, gêné. Ma mère a arraché le papier des mains de mon père. Ses yeux ont parcouru rapidement le texte. J'ai observé le moment où elle a compris, la seconde exacte où elle a saisi. Son visage est devenu livide. « Ça ne peut pas être exact », a-t-elle dit doucement. « Ça l'est. » Mon père a levé les yeux vers moi lentement. « Tu es en train de dire… » « Oui. Au moment où vous m'avez jeté à la rue, ai-je dit, vous avez violé le testament. » Le silence a envahi la pièce. Le seul bruit était le faible tic-tac de l'horloge du couloir. Les épaules de mon père se sont légèrement affaissées. « Tu es sérieuse ?» Je le suis toujours. Il a regardé autour de la salle à manger, comme s'il cherchait une explication sur les visages de ses amis. Il n'y en avait aucune. Finalement, il a repris la parole. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La question flottait dans l'air. 1 semaine plus tôt, il avait dit la même chose lorsqu'il avait balancé mes sacs dans l'allée. Sauf que maintenant, les rôles étaient inversés. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu répéter ces mots. Maintenant, tu es à la rue. Mais la voix de mon grand-père résonnait doucement dans mon esprit. Tiens bon. Alors, à la place, j'ai dit autre chose. Je le déciderai bientôt. Et pour la première fois depuis la lecture du testament, mon père a eu l'air sincèrement effrayé. Après le départ des invités, la maison est devenue très silencieuse. Ce genre de silence a un poids. Il s'installe dans les coins, plane au-dessus des tables, pèse contre les murs. Quelques minutes plus tôt, la salle à manger était remplie de rires forcés, de tintements de verre et des murmures étouffés de personnes faisant semblant de ne pas assister à l'effondrement d'une famille en direct. Maintenant, il n'y avait plus que le doux bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et le bruit lointain de l'eau clapotant contre les pilotis en bas, près du quai. Mon père se tenait près du buffet, une main appuyée sur le bois poli. Ma mère était restée à la table à manger, tenant toujours la clause de succession conditionnelle, comme si le fait de la lire suffisamment de fois pouvait en changer les termes. Aucun des deux ne me regardait. Je me tenais au bout de la table, la pochette en cuir coincée sous le bras, et un étrange mélange de force et de tristesse m'animait. C'était le moment que j'avais imaginé pendant le trajet, le moment où la vérité leur éclatait en pleine figure. Je pensais que j'éprouverais un sentiment de triomphe. Ce n'était pas le cas. C'était un sentiment de lourdeur. Ma mère a finalement rompu le silence. « Il nous a tendu un piège », a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée. « Non », ai-je répondu. « Il vous a dit qui vous deviez être. Vous avez fait vos propres choix. » Elle a relevé la tête brusquement, mais n'avait rien à répondre à cela. Mon père s'est raclé la gorge. « Amélia, on devrait peut-être s'asseoir et en discuter. » Il fut un temps dans ma vie où j'aurais sauté sur cette occasion, où j'aurais confondu une décence tardive avec de véritables remords. Mais l'âge, le service militaire et la déception apprennent à une personne à entendre ce qui est réellement dit. Il ne voulait pas se réconcilier. Il voulait limiter les dégâts. Alors j'ai dit « Tu as eu l'occasion de parler quand tu as mis mes sacs sur le trottoir. » Cela a fait mouche. Il a baissé les yeux vers la table. Pendant un moment, personne n'a parlé.
Puis je me suis retournée et j'ai quitté la salle à manger, traversé le couloir d'entrée et je me suis dirigée vers la bibliothèque. Au moment où je suis entrée, j'ai senti ma gorge se serrer. La pièce sentait exactement comme toujours. Le vieux cuir, le bois poli, le papier et la faible trace de tabac à pipe qui s'attardait dans les étagères depuis des années. Même si grand-père avait arrêté de fumer il y a longtemps, la lampe à abat-jour vert trônait toujours sur la table de chevet à côté de son fauteuil. Une paire de lunettes de lecture reposait sur une biographie fermée de Chester Nimitz. Par les hautes fenêtres, la baie s'étendait dans l'obscurité grandissante, bleue argentée sous les dernières lueurs du soir. C'était la pièce où mon grand-père avait passé les dernières années de sa vie. La pièce où il m'avait appris le devoir, la discipline, et à ne pas confondre les sentiments avec la faiblesse. Il avait l'habitude de dire qu'une personne devrait avoir une pièce dans le monde où la vérité pouvait s'asseoir sans être dérangée. Pour lui, c'était celle-ci. Je me suis dirigée vers son bureau et j'ai posé légèrement mes doigts sur le bord usé du bois. Chaque tiroir avait sa fonction. Chaque objet avait sa place. Il était ordonné au point d'en faire un rituel. Enfant, je le taquinais à ce sujet. Il répondait toujours de la même façon. L'ordre permet de rester honnête quand l'émotion essaie de prendre les commandes. Au centre du bureau trônait une petite boîte en bois que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Elle était en noyer foncé, lisse et simple, à l'exception d'un fermoir en laiton. Dessus était posée une enveloppe avec mon prénom écrit de sa main. Amelia. Je l'ai fixée un instant avant de m'asseoir dans son fauteuil. Mes doigts étaient là plus stables que je ne le pensais en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée de plusieurs pages. J'ai déplié la première feuille et j'ai commencé à lire. Amelia, si cette lettre est entre tes mains, alors tu en as déjà vu assez pour savoir que je m'attendais à des problèmes après ma mort. Je n'y prends aucun plaisir. Mais l'âge accorde à un homme une certaine lucidité. J'ai eu de nombreuses décennies pour observer les forces et les faiblesses de notre famille. L'amour n'exige pas la cécité et la loyauté n'excuse pas la lâcheté. J'ai fait une pause, entendant déjà sa voix dans ces mots. Tes parents ne sont pas nés égoïstes. Très peu de gens le sont. L'égoïsme grandit généralement lentement, arrosé par le confort, le ressentiment, la vanité et l'habitude de croire que quelqu'un d'autre paiera toujours l'addition. Je les ai vus devenir ainsi au fil des ans. J'ai essayé, parfois trop doucement, de corriger cela. En fin de compte, j'ai choisi une autre méthode. J'ai dégluti et continué à lire. Le testament n'a jamais été écrit pour les humilier. Il a été écrit pour les révéler. S'il t'accueillait, prenait soin de cette maison de manière responsable et soutenait la fondation des vétérans, alors il se serait de montrer digne de l'héritage. S'il te jetait à la porte, alors ils prouveraient le contraire. J'ai laissé la page s'abaisser légèrement. Les révéler. C'est exactement ce qu'il avait fait. J'ai continué ma lecture. Maintenant, je dois te dire quelque chose de plus important. Si le domaine t'est revenu en raison de leur échec, alors tu feras face à ta propre épreuve. C'est la plus difficile. Le pouvoir arrive souvent en portant le masque de la justice. Il te murmure que parce que tu as été lésé, tu es en droit de blesser en retour. Ne l'écoute pas trop vite. Je me suis adossée au fauteuil. Dehors, une mouette a poussé un cri quelque part au-dessus de l'eau. Tu as tout à fait le droit de les expulser de cette maison si tu le juges nécessaire. Mais avant d'agir, pose-toi une question. Quelle voie te permet de conserver ton intégrité? La vengeance peut apaiser un sentiment de blessure pendant un instant. La force de caractère est ce qui tient compagnie à une personne pour le reste de sa vie. Cette ligne m'a frappé plus durement que tout le reste. Parce que, jusqu'à ce moment-là, une partie de moi avait voulu qu'il ressente exactement ce qu'il m'avait fait ressentir. L'humiliation, l'impuissance, le choc glacial de réaliser qu'il n'y avait aucun endroit confortable où atterrir. J'avais voulu qu'ils se tiennent sur le trottoir, regardant en arrière la seule maison qui ait jamais compté pour eux. Et mon grand-père le savait. Bien sûr qu'il le savait. Je suis passée à la dernière page. Le véritable héritage que je te laisse n'est pas la maison, ni l'automobile, ni aucune somme d'argent.
C'est l'opportunité de choisir différemment de ceux qui t'ont précédé. Si tu parviens à rendre justice sans cruauté, à maintenir des limites sans haine et à préserver ta dignité sans abandonner ta compassion, alors tu auras compris tout ce que j'ai jamais essayé de t'enseigner. Prends soin de la fondation des vétérans. Prends soin de la maison si tu la gardes. Et si un jour tes parents trouvent l'honnêteté de se repentir, laisse la porte juste assez entr'ouverte pour qu'ils puissent la franchir d'eux-mêmes. Tiens bon. Grand-père. Pendant un long moment, je suis restée assise là, la lettre entre les mains. La pièce s'était assombrie autour de moi. La dernière lumière s'estompait aux fenêtres, et les contours des maquettes de bateaux sur les étagères s'étaient fondus dans l'ombre. J'ai senti les larmes monter alors, pas des larmes chaudes de colère, mais celles, plus douces, qui surviennent quand l'amour et le chagrin se manifestent ensemble. Il m'enseignait encore, même maintenant. On a frappé doucement à la porte de la bibliothèque. J'ai levé les yeux. C'était M. Callahan. J'avais presque oublié qu'il était toujours dans la maison, parlant avec mes parents dans le hall d'entrée après le départ des invités. Il est entré prudemment, a fermé la porte derrière lui et a jeté un regard à mon visage. « Je suppose qu'il vous a laissé une lettre. » J'ai hoché la tête. « Il m'a laissé un examen final, ai-je dit. » Cela l'a fait sourire. « Oui, » a-t-il dit. « Ça ressemble bien à l'amiral. » J'ai plié les pages avec soin et je les ai replacées dans l'enveloppe. « Je pourrais les mettre à la porte ce soir, » ai-je dit doucement. Monsieur Callahan n'a pas répondu immédiatement. Il s'est approché de la fenêtre, a regardé vers la baie, puis s'est tourné vers moi. « Oui, » a-t-il dit. « Vous le pourriez, mais ce n'est pas ce qu'il veut. »« Non, » ai-je dit. « Je ne crois pas que ce le soit. » J'ai laissé échapper un long soupir et je me suis levée. « Alors, je sais ce que je vais faire. » Monsieur Callahan m'a observé un instant, puis a hoché lentement la tête. « Et qu'allez-vous faire ?» J'ai baissé les yeux vers la lettre une fois de plus avant de répondre. « Je vais les mettre face aux conséquences, » ai-je dit, sans devenir cruelle. Et pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai eu l'impression d'avoir un sol solide sous mes pieds. Le lendemain matin, la maison semblait différente. La lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres donnant sur la baie, transformant l'eau à l'extérieur en une nappe d'or pâle. Un instant, je me suis tenue dans la cuisine avec une tasse de café noir, regardant le lent mouvement des bateaux au loin. La même vue que mon grand-père avait contemplée pendant des décennies. C'était calme, paisible, mais pas vide. Pour la première fois depuis ses funérailles, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Derrière moi, j'ai entendu le doux bruit de pas traînant. Mon père est entré dans la cuisine lentement. Il paraissait plus vieux que la veille au soir. L'assurance qu'il avait toujours portée à travers les pièces, les affaires, les conversations et les mondanités s'était envolée. Il s'est raclé la gorge. « Tu es debout tôt. »« L'habitude, » ai-je répondu. Il a acquiescé maladroitement. Les emplois du temps militaire ont cette façon de vous poursuivre longtemps après que le réveil a cessé de sonner. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Puis, il a dit quelque chose qui m'a surprise. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Je me suis tournée vers lui. « Je ne suis pas surprise. » Il a passé une main dans ses cheveux, regardant la cuisine comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu es vraiment la propriétaire de la maison maintenant ? » « Oui. » Le mot est tombé entre nous avec une finalité silencieuse. Il s'est appuyé contre le plan de travail. « Je suppose que tu pourrais nous dire de partir. » « Je le pourrais. » Un autre silence a suivi. Puis, ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient tirés en arrière simplement, et l'assurance tranchante qu'elle avait affichée lors du dîner s'était adoucie pour laisser place à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'incertitude. « Amélia » a-t-elle dit avec précaution. J'ai attendu. « Nous te devons des excuses. » Ce ne fut pas un moment dramatique. Pas de larmes, pas de discours, juste une phrase simple prononcée dans une cuisine silencieuse. Mais après tout ce qui s'était passé, cela comptait. Mon père a hoché la tête lentement. « Nous avons mal géré les choses, » a-t-il dit. « Très mal. »
Je les ai observés tous les deux. Pendant des années, j'avais voulu entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient là, j'ai réalisé une chose importante. Des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Elles ouvrent simplement une porte. Reste à savoir si on l'a franchie ou non. J'ai lu la lettre de grand-père la nuit dernière, ai-je dit. Ma mère a levé la tête. Il t'en a laissé une? Oui. Que disait-elle? J'ai pensé aux pages pliées dans ma poche. Il a dit quelque chose d'intéressant, ai-je répondu. Je me suis approchée de la table de la cuisine et j'ai posé mon café. Il a dit que l'argent ne change pas les gens. Il m'observait en silence. Il fait juste tomber les masques. Mon père a baissé les yeux. Je suppose que nous l'avons prouvé. Oui, ai-je dit. Mais l'histoire n'a pas à s'arrêter là. Cela a attiré leur attention. Ma mère a légèrement froncé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai sorti 3 documents du dossier que M. Callahan avait préparé. Le premier était le transfert officiel de la succession. Le deuxième était la charte de la Fondation de soutien aux anciens combattants de l'amiral Thomas Whittaker. Le troisième était un simple accord. Je les ai posés sur la table. Le manoir reste à mon nom, ai-je dit calmement. Cela ne change pas. Ils ont hoché la tête. Je m'y attendais. Mais vous ne serez pas jetés à la porte, ai-je poursuivi. Tous deux ont levé les yeux rapidement. Vous pouvez rester ici, ai-je dit, sous condition. Mon père a eu un sourire fatigué. Cela me semble juste. J'ai pointé du doigt le document de la Fondation. Le programme d'aide aux vétérans s'agrandit. Grand-père a laissé suffisamment de fonds pour construire des logements de transition destinés aux vétérans âgés qui n'ont pas de famille. Ma mère a eu l'air surprise. Je ne le savais pas. Tu n'as jamais demandé. La remarque a piqué, mais c'est la vérité. J'ai continué. Les pavillons d'invités du côté et de la propriété sont en train d'être convertis en logements pour les vétérans et leurs conjoints. Mon père a examiné le plan. C'est en fait une bonne idée. C'était son idée, ai-je dit. Vous pourrez loger tous les deux dans le plus petit pavillon, près du jardin. Ma mère a cligné des yeux. Tu nous fais déménager de la maison? Je réaffecte la maison. Le bâtiment principal allait devenir le siège de la Fondation. Des salles de réunion, des bureaux de consultation, des espaces communautaires pour les vétérans qui avaient passé des décennies à servir le pays, mais qui avaient maintenant besoin d'un point de chute stable. Mon père s'est adossé lentement. Donc, le manoir de l'amiral devient un centre pour vétérans. Oui. Il a laissé échapper un petit souffle. Tu sais, il aurait aimé ça? J'ai souri légèrement. Je sais. Pendant un moment, nous sommes restés tous les trois silencieux autour de la table. Finalement, ma mère a repris la parole. Tu es plus généreuse que nous ne le méritons. C'était peut-être vrai, mais je me suis souvenue de ce que mon grand-père m'avait dit un jour, alors que nous réparions ensemble une vieille rambarde de ponton. La force, m'avait-il dit, c'est la capacité de choisir la retenue lorsque l'on a le pouvoir de ne pas le faire. La vengeance aurait été facile. La cruauté aurait été simple. Mais aucune de ces choses n'aurait honoré l'homme qui m'avait élevé. Les mois ont passé. Les travaux de la Fondation ont commencé rapidement. Les bénévoles sont arrivés. Les équipes de construction ont transformé les pavillons d'invités en logements confortables. Les vétérans ont commencé à arriver en petit nombre. Au début, des marins à la retraite, d'anciens Marines, des veuves de militaires qui n'avaient nulle part où aller. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes et des femmes âgés qui avaient passé des décennies à servir leur pays pour finalement découvrir que la retraite pouvait parfois être solitaire. Le manoir s'est lentement transformé. La salle à manger est devenue une salle de réunion. La bibliothèque est restée exactement comme mon grand-père l'avait laissée. Son portrait trônait toujours au-dessus de la cheminée. Et chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression qu'il approuvait silencieusement la voie que nous avions choisie. Mes parents se sont adaptés eux aussi. Cela n'a pas été facile pour eux au début. La fierté s'efface rarement du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé lorsqu'ils ont commencé à rencontrer les vétérans qui traversèrent la propriété. Mon père a commencé à aider à l'entretien des pontons.
Ma mère a commencé à organiser des dîners communautaires 2 fois par semaine. Un après-midi, près de 6 mois plus tard, mon père m'a rejointe sur le porche qui surplombait l'eau. Il s'est appuyé sur la rambarde à côté de moi. J'ai pensé à ton grand-père, a-t-il dit. Je le fais souvent. C'était un homme complexe. Oui. Mon père a hoché la tête lentement. Mais il avait raison sur une chose. Sur quoi? Il a regardé la baie, où un destroyer de la marine se dirigeait lentement vers le large. Le caractère compte plus que l'argent. J'ai souri un peu. C'était l'une de ses leçons préférées. Il s'est retourné vers la maison derrière nous. L'ancien manoir de l'amiral, désormais rempli de conversations, de mouvements et d'un but. Tu as transformé son plan en quelque chose de plus grand, a-t-il dit. Non, ai-je répondu doucement. C'est lui qui l'a fait. Le soleil a plongé un peu plus bas sur la baie de Chesapeake, transformant l'eau en une nappe de cuivre et de lumière. Pendant un instant, j'ai imaginé mon grand-père debout à côté de nous, comme il le faisait autrefois, les mains jointes dans le dos, scrutant l'horizon. Et j'ai réalisé quelque chose. Le plus bel héritage qu'il ait laissé n'était pas la maison. Ce n'était pas la Tesla. Ce n'était pas l'argent. C'était la chance de choisir qui je deviendrais lorsque le monde me mettrait à l'épreuve. Et si cette histoire a eu un sens pour vous, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a façonné votre vie comme mon grand-père a façonné la mienne, alors j'espère que vous prendrez un moment aujourd'hui pour vous souvenir d'eux. Peut-être même partagerez-vous leur histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que les personnes qui forgent notre caractère méritent qu'on se souvienne d'elles longtemps après la signature des papiers de succession. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires sur la dignité familiale et les choix qui nous définissent, vous êtes toujours les bienvenus pour rester un moment et écouter. Merci d'être là. Ya regresé. Me traje las cosas porque me voy a arreglar. Bueno, primero nos preparamos la piel. Muy importante.
el espejo, que no se nos olvide. ¿Y qué onda? ¿Ya pudo el Anthony o nada? Les va a tocar soportar hoy, plebes. Me veo bien rara sin el fleco. Y no veo nada sin los lentes. Bueno, si así veo, pues. Bueno, empecemos. Yo siempre es bache. Bache, 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 bache. Ahí está, ya. Apenas si pude, loco. Vámonos a echar chisme. La... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a echar chisme porque ya me voy a empezar a arreglar para irme a la carnita asada. Empiezo siempre con esto, plebes. Ni así, amiga. ¿Y qué van a hacer este fin de semana? ¿Qué planes tienen? Los leo si quieren. Si no, no pasa nada. A veces sí, a veces no. Ahí me salieron estos. Me dijo mi amiga de que, ay, el 8 es mi cumple, para que vengan. Y yo, ay, me compró el regalo.